J'en ai parlé à maintes reprises sur la chaîne et je vais bien sûr continuer de le faire dans le futur. Du fait que, évidemment, il faut pas simplement faire du sport, il faut aussi faire différents sports, c'est-à-dire de la résistance et de l'endurance. Mais comme j'en ai parlé dans certains épisodes du podcast des 4 piliers, que vous pouvez retrouver désormais sur YouTube, Deezer et Spotify, eh bien, dans l'endurance, il y a plusieurs types d'endurance. Il y a l'endurance musculaire, il y a la capacité anaérobie, la capacité aérobie et les efforts longue durée. Aujourd'hui, on va donc s'intéresser plus particulièrement aux efforts longue durée, aux efforts qui sont moins intenses que les deux précédents, capacité anaérobie et aérobie, qui sont vraiment des efforts très courts et intenses. L'effort longue durée, c'est dans le titre, ce sont des efforts qui sont assez longs et donc nécessairement l'intensité va être forcément moins élevée parce que c'est pas possible d'être à 100% ou en tout cas c'est pas possible de sprinter pendant 20 km. Enfin, peut-être que ça l'est, mais c'est très 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 compliqué. Et puis c'est pas l'objectif ici. Et puis, si vous avez suivi la chaîne depuis assez longtemps et que vous avez vu un peu tous les changements qu'il y a eu, et puis même en écoutant le podcast, vous êtes peut-être au courant que en termes d'efforts longue durée, je fais deux sports, donc de la course à pied et du vélo. Et bon, aujourd'hui, on est donc sur une discussion autour de la nutrition pour ces efforts longue durée évidemment. Et alors bien sûr, si j'allais demander à presque n'importe qui dans la rue, si là maintenant je prenais mon téléphone et que, mon micro et que j'enregistrais mes questions à des personnes dans la rue concernant que manger pour des efforts longue durée, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois manger si j'ai envie de faire 10, peut-être 10 km, peut-être un semi-marathon ou un marathon, et qu'est-ce que je dois manger pour aller faire une bonne sortie de vélo avec du dénivelé, 50 km ou un peu plus. Je pense que la quasi-totalité des gens, si c'est pas l'intégralité des gens, il faudrait vraiment que je pose la question à beaucoup de personnes, je pense, pour qu'on tombe sur une personne qui ne me réponde pas que pour faire ce genre de sport, pour faire ce qu'on appelle en général l'endurance, voilà, on appelle ça l'endurance, on ne parle pas des autres trucs, c'est pour ça que moi j'aime bien faire la distinction maintenant. Effort longue durée plutôt qu'endurance, même si je vais continuer quand même à dire un peu endurance parce qu'on comprend un peu mieux. La plupart des personnes vont me répondre que pour faire de l'endurance, pour faire des efforts longue durée, qu'est-ce qu'il faut manger ? Faut manger évidemment des sucres lents. Il faut manger des sucres lents 2 heures, on va dire, avant de partir. Remplir vraiment nos réserves, prendre une tonne de sucre lent, manger une grosse assiette de pâtes ou de riz. Vraiment, on remplit bien les stocks dans notre corps, comme ça il n'y a pas de souci. Et puis pendant l'effort, notamment pour le cyclisme, prendre des barres de céréales ou des gels, et peut-être aussi si vous faites un semi-marathon, peut-être prendre aussi ce genre de choses, voire un marathon aussi, prendre ce genre de choses pendant l'effort à tel kilomètre, etc., etc. Ça va être les conseils qui vont être donnés par la plupart des personnes et c'est tout à fait normal, puisque depuis assez longtemps maintenant, depuis que notamment la pyramide de la nourriture a été mise en place, je vous rappelle juste que cette pyramide-là, elle est basée littéralement sur un mensonge. Les scientifiques qui étaient autour de la table avec les industriels, quand les industriels ont proposé ce modèle-là parce que ça les a arrangés, les scientifiques, ils ont dit que il y avait potentiellement un gros problème de santé publique qui allait se poser à cause de ces recommandations. Spoiler alerte, ils avaient raison, vu la situation sanitaire de nos jours, malheureusement, pour beaucoup trop de personnes souffrant de maladies chroniques, et puis de maladies pas cool, voilà.
les maladies cardiovasculaires, les cancers, le diabète, et puis toutes les autres maladies bien sympathiques. Bref, donc c'est pas illogique. Et puis il y a eu énormément de personnes qui nous ont répété que c'était comme ça, que notre métabolisme il était le plus efficace, qu'on brûlait, donc c'est bien de brûler du glycogène, que c'est comme ça qu'il faut faire, les sucres lents, et puis qu'il faut réapprovisionner parce que après sinon c'est la fringale, etc. Bon, évidemment, moi j'ai suivi ces conseils il y a quelques années, parce que je connaissais pas encore les régimes cétogènes dont on va parler plus amplement dans cet épisode. Et donc oui, d'accord, ça marche. Évidemment, le corps humain, il a une capacité d'adaptation qui est absolument phénoménale. Il arrivera à peu près à fonctionner correctement entre guillemets avec à peu près n'importe quel type de nourriture. Mais c'est vrai que il va peut-être falloir sur certains régimes alimentaires de la supplémentation. Parce que si par exemple vous prenez un régime alimentaire basé sur les plantes, vous allez certainement devoir prendre de la supplémentation de tout ce qui va être les vitamines B, notamment la vitamine B12, parce que vous pouvez pas les trouver dans les plantes, c'est présent que dans les nourritures animales. Vitamine B12 qui est essentielle pour le corps humain, donc vous allez être obligé. Donc voilà, le corps humain, il est extrêmement adaptable et il marche très bien, en tout cas au début, sur les premières dizaines d'années de votre vie, etc. Ça marche très bien, vous n'avez pas de problème. Le métabolisme qui tourne sur le glycogène, le glucose, etc., ça le dérange pas. Le problème, c'est que comme les glucides causent une inflammation de faible intensité dans tout votre corps, chronique, du coup, cette inflammation. Le problème, c'est que, pendant quelques décennies, ça va pas forcément poser de problème, mais puis à un moment, il y a tout qui va se casser la gueule. Vous allez être diagnostiqué diabétique ou prédiabétique. Vous allez commencer à avoir des maladies chroniques et on va vous dire que vous les aurez jusqu'à la fin de votre vie, que vous allez devoir prendre ce traitement, etc. Mais changez pas votre alimentation, vous inquiétez pas, etc., etc. Bref. Les glucides, c'est pas vraiment le fuel optimal, en tout cas pour vos muscles, étant donné qu'en plus, en termes d'énergie disponible, en moyenne, il y a 10 000 kilojoules, il me semble, parce que c'est de l'énergie, 10 000 kilojoules pour le glycogène qui peut être stocké donc dans vos muscles et dans votre foie aussi. Tandis que si vous suivez un régime cétogène, c'est-à-dire un régime sans sucre, vous allez en général avoir du coup un métabolisme qui ne va plus être sur les glucides, mais sur les lipides, sur les graisses. Vous allez être en général adapté aux graisses. Ça, j'en ai fait un épisode du podcast. J'en ai même fait peut-être un format court il n'y a pas si longtemps sur l'adaptation aux graisses. Mais donc, quand vous allez suivre un régime cétogène, vous allez être adapté aux graisses et donc votre corps, préférentiellement, il ne va pas brûler des glucides, mais il va brûler des graisses. Les graisses, ça va être certes plus lent à brûler, ça va être plus dur de lancer la combustion, mais l'avantage des graisses, c'est que ça va fournir une énergie durable dans le temps, une énergie stable. En gros, c'est un peu comme si dans un feu, le glycogène, les glucides, c'est comme si vous mettiez des lambris, donc des petites planches très fines de bois dans un feu. Ça va brûler très fort, très vite, ça va être très lumineux, mais ça va pas durer longtemps. Vous allez devoir sans cesse en rajouter si vous voulez conserver votre feu. Et il faut voir l'adaptation aux graisses, il faut voir le brûlage, la combustion des graisses, comme le fait de mettre une bûche dans un feu. Une bûche, elle va brûler lentement et de manière stable et durable. Et donc, c'est ça qui est intéressant pour les efforts longue durée. Donc, alors un effort longue durée, c'est un effort qui dure plus de 20 minutes en général. Donc, par exemple, 10 km de course à pied, 50 bornes de vélo, etc. Et ce qui est très intéressant, donc évidemment, je vais bien sûr parler du régime carnivore, qui est un régime cétogène qui conduit donc à l'adaptation aux graisses.
Encore une fois, voilà, j'ai fait un épisode en tout cas du podcast et même j'en ai pas mal parlé dans les autres épisodes qui concernent la nutrition, de l'adaptation aux graisses, comment est-ce qu'on s'y prend, etc. Quelles erreurs il faut pas forcément faire, etc. Comment les éviter. Donc, je vous invite à aller voir ces épisodes-là, enfin les écouter en tout cas. Mais l'important, c'est que en fait, il y a de plus en plus d'ultra-athlètes qui commencent à choisir des régimes cétogènes et en particulier un régime carnivore, justement pour les efforts longue durée. Donc, pour des choses comme des Ironman, pour des marathons ou des ultramarathons même. Donc, un ultramarathon, ça va être de la course à pied sur 50, 80, 160, 200 km certaines courses. Donc, c'est vraiment c'est vraiment très très éprouvant là pour le coup physiquement. Et aussi en vélo, hein, il y a de l'ultra-endurance en vélo, mais même des cyclistes professionnels, donc qui eux font pas de l'ultra-endurance, mais qui font quand même de la sacrée endurance, parce que se taper des 150, 160, 200 et quelques des fois kilomètres, c'est beaucoup. Et il y en a certains de cyclistes professionnels, alors évidemment ils vont pas forcément le dire parce que c'est un avantage compétitif sur leurs adversaires. Et puis aussi parce que ils sont potentiellement sponsorisés par des marques qui produisent des gels et des trucs comme ça, qui donc transfèrent vers un régime cétogène grâce justement à ces réserves de graisse. Parce que avec les graisses, vous n'avez pas 10 000 kilojoules de disponibles, mais 150 000, 15 fois plus. Donc il y a 15 fois plus d'énergie disponible grâce aux graisses. Et l'avantage d'un régime cétogène comparé à un régime riche en glucides, c'est que premièrement, vous allez brûler le glycogène, mais en plus de commencer à brûler le glycogène qui est présent dans vos muscles, parce que c'est pas parce que vous ne mangez pas de sucre que vous ne produisez pas de glucose et de glycogène, hein. Il y a la néoglucogénèse notamment au niveau de votre foie qui va permettre justement de synthétiser des protéines et des acides aminés pour en faire du glucose. Parce qu'il y a certaines parties de votre corps qui ont besoin de glucose, et puis pour la régulation aussi du taux de glucose dans le sang. Bref, vous allez donc évidemment brûler le glycogène qui est présent dans vos muscles, donc vous avez accès à ça, et en plus vous avez accès aux 150 000 kilojoules des graisses qui vont commencer progressivement à être brûlées en même temps que le glycogène, puis si vous faites un effort tellement intense qu'il n'y a plus de glycogène, vous allez continuer sur les graisses. L'énorme problème du glycogène quand vous suivez un régime riche en glucides, en fait, c'est que il faut vraiment attendre de n'avoir plus rien, plus du tout de glycogène, nulle part dans le corps, pour que éventuellement votre corps commence à brûler les graisses. Parce que quand vous allez manger des glucides, en fait, les glucides, ça va faire augmenter votre insuline. Et l'insuline, c'est une hormone qui va stocker les graisses, certes, mais le problème, c'est qu'elle va aussi verrouiller ces graisses dans les cellules adipeuses, comme on les appelle. Et donc, vous ne pouvez pas les utiliser, c'est-à-dire qu'elles sont stockées en vous, mais vous ne pouvez pas utiliser ces graisses comme source de carburant, vous ne pouvez pas les brûler, ce qui est une perte assez colossale, en plus de vous mettre des graisses potentiellement pas cool. Donc, c'est ça le problème, c'est que du coup, votre corps, il est pas con. Lorsque vos réserves de glycogène vont commencer à atteindre un seuil critique, donc bien avant quand même que vos réserves de glycogène soient complètement vides, votre corps il va faire un drop de performance énorme pour vous inciter à réapprivoiser, hein, à réapprovisionner, c'est-à-dire à remettre du lambris dans le feu pour continuer à faire votre effort. Sinon vous arrêtez parce que voilà, vous êtes trop fatigué, blablabla. Et donc vous pouvez jamais vraiment exploiter en fait ces 150 000 kilojoules. 150 000 kilojoules qui sont donc très très intéressants pour des efforts longue durée, hein, et ne serait-ce que pour un marathon par exemple ou pour 100 bornes de vélo, qui sont des efforts qui prennent plusieurs heures. Donc c'est quand même important. Par exemple,
cette année, en 2025, l'été 2025, j'ai couru mon tout premier marathon. Alors c'était pas un marathon officiel, hein, c'est juste, je suis parti de chez moi et j'ai fait 42 kilomètres dans la matinée. J'ai mis plus de 5 heures. Mon objectif, c'était pas du tout de faire un temps record, etc. Mon objectif, c'était de terminer un marathon. Objectif rempli. Mais j'ai fait ce marathon à jeun. J'ai pas mangé avant de faire ce marathon. Je me suis levé à 4 heures du matin. J'ai pas mangé avant. Voilà, j'avais mangé. La dernière fois que j'avais mangé, ça devait être le midi, la veille. Et donc je l'ai fait à jeun pendant 4 heures et j'avais globalement 2 gourdes de 750 millilitres avec des électrolytes dedans, donc magnésium, potassium et sodium. Évidemment des électrolytes que j'avais mis nature, hein, c'était pas, il n'y avait pas de goût ni rien. Et concrètement, tous les kilomètres, je buvais une gorgée. Voilà. Et j'ai fait ça sur 42 kilomètres. J'ai mis 5 heures, certes, mais en soi, j'ai pas eu vraiment de drop d'énergie. Enfin, en fait, ce qui a fait que j'ai été aussi lent, c'est déjà l'inconnu, parce que j'avais jamais fait un effort aussi intense, aussi long, 5 heures d'effort consécutifs, même des sorties de vélo où j'ai pu faire du 4 heures, etc. Il y a des descentes dans lesquelles on peut se reposer, il y a des moments, voilà, où on peut être en roue libre. Ça marche pas en course à pied. Voilà, pendant 5 heures d'affilée, on court, et si on s'arrête, le chrono continue de défiler, mais les kilomètres, ils avancent pas comme en vélo, malheureusement. Donc, c'était la première fois que je faisais un effort aussi long, donc il y avait aussi l'inconnu, me dire est-ce que j'aurai justement suffisamment d'énergie, voilà, parce que c'est quand même assez légitime. Donc, j'ai couru vraiment très très lentement, mais j'ai été très stable, c'est-à-dire que je pense que j'étais aux alentours entre 7 et 8 minutes par kilomètre. Faudrait que je regarde. Mais je pense que j'étais tout le long, sur les 42 kilomètres, entre 7 et 8 minutes par kilomètre. Il n'y a pas eu d'énormes chutes. J'ai pas commencé à faire d'un coup plus 30, plus 40 secondes au kilomètre par rapport à ce que je faisais. Donc j'ai été vraiment très très régulier. C'est juste que j'ai été très lent. Et sur la fin, peut-être que j'ai un peu ralenti, mais c'était surtout lié plus à des douleurs que à une baisse d'énergie. C'était plutôt les jambes qui commençaient vraiment à devenir lourdes, les chevilles peut-être qui commençaient, ou les pieds qui commençaient un peu à faire mal, parce que ça commence à faire beaucoup de courir pendant 5 heures d'affilée. Les pieds, ils en peuvent plus, mais ouais, les mollets, les cuisses qui commencent à devenir dures, qui commencent à devenir lourdes, plus qu'une baisse d'énergie. Donc très sincèrement, et puis en vrai, après avoir fait ça, donc j'ai marché ensuite pour rentrer chez moi. Mais le midi, j'avais pas si faim que ça. Mon corps, il réclamait pas tant que ça. Ça peut être aussi lié au fait que j'ai dû boire 3 litres d'eau après, mais pour essayer d'évacuer un peu. Mais là où je veux en venir, c'est que non, vous n'êtes pas obligé de manger des glucides et des sucres lents. Vous n'êtes pas obligé de manger 500 grammes de pâtes avant de vous faire une sortie à vélo. Vous n'êtes pas obligé de manger 500 grammes de pâtes avant d'aller faire de la course à pied, même pour un marathon. Vous n'êtes absolument pas obligé d'avoir un métabolisme qui est adapté aux glucides, parce que c'est pas du tout le métabolisme optimal pour l'être humain, et ça cause beaucoup de problèmes sur le long terme. Donc non, vous n'êtes pas obligé. Après, bien sûr, si vous voulez transitionner vers un régime cétogène, déjà faites-le en étant suivi par quelqu'un, surtout si vous avez des problèmes de santé, ou si vous êtes susceptible d'en avoir, parce que des gens de votre famille en ont déjà eu, etc. Et puis, sachez que ça prend du temps. Voilà, l'adaptation aux graisses, ça se fait pas du jour au lendemain. Ça se fait peut-être même pas en 1 mois. Ça peut prendre jusqu'à 6 mois, 1 an. C'est assez long, mais franchement, ça vaut le coup. Donc, voilà, les efforts longue durée et la nutrition. Évidemment, vous pouvez continuer de le faire de la manière normale, mais déjà, ça risque de vous coûter plus cher, parce que il faut manger
des grosses quantités de pâtes, ça c'est pas très cher. Par contre, les barres de céréales, les gels, ce genre de choses, tous les petits produits de merde, tous les petits trucs de merde qu'on peut mettre dans les boissons, etc. En plus de vous flinguer la santé parce qu'ils sont pleins de sucre, d'huile végétale notamment, eh bien, ça coûte cher, ça coûte très très cher. En plus du fait que, par contre, si vous continuez à manger des glucides, ne croyez pas les études, parce qu'elles sont fausses, qui vous disent que vous avez besoin de plus de 100 grammes, 120 grammes par heure pour faire et pour continuer à performer, tout simplement parce que c'est faux. En réalité, il vous faut pas une centaine de grammes, il vous faut au maximum entre 5 et 10 grammes. Sauf que vous comprenez bien que pour des vendeurs de barres de céréales et de gel, vendre des trucs de 5 et 10 grammes comparé à des trucs de 100 grammes, évidemment, ça fait beaucoup moins d'argent. Donc, ils vous disent que ça fait 100 grammes. Et puis, dernier point, vite fait, oui, vous pouvez brûler des graisses, même à plus de 80% de votre VO2 max. Il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui ont déjà fait ça, des athlètes semi-professionnels qui ont fait des sorties de plus de 3 heures à vélo, de 160 km à 80% de leur VO2 max. Donc oui, c'est possible aussi quand vous êtes en régime cétogène adapté aux graisses de faire ce genre de choses. Non, vous n'avez pas besoin des glucides pour faire ce genre d'effort. Regardez aussi les travaux du professeur Tim Noakes notamment à ce sujet-là. Et puis on en reparlera de ça, des efforts intenses et de la nutrition. Bref, je m'en arrête là pour aujourd'hui. N'hésitez pas, comme toujours, à partager, soutenir le podcast sur Spotify, Deezer, à vous abonner, à commenter, voilà, à réagir en commentaire. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode du podcast et de format court. Et comme toujours, je vous souhaite une excellente journée.